Bonjour tout le monde. Alors, est-ce que vous me dites, c'est fort ou pas le son? Super, ok, super. Bienvenue à toutes et à tous pour cette table ronde qui va mettre à l'honneur les participants d'un concours qu'on a monté cette année. Est-ce que vous avez entendu parler de Marseille Ville Récréative? Ah, c'est le plaisir. Est-ce qu'il y a d'ailleurs dans la salle des participants de Marseille Ville Récréative qui ne se sont pas encore manifestés? Des gens qui auraient postulé? Super. C'est Romane? Super. Bah, je t'en prie, Romane, viens avec nous. Alors, le banc ou la chaise, comme tu préfères. Voilà, donc on va avoir une petite heure ensemble. Pour parler donc de ce concours, très rapidement, je vais vous le représenter. Et ensuite, on va parler donc de notre rapport chacune à la ville récréative. Qu'est-ce que ça signifie? La classe d'or, évidemment, mais aussi l'aménagement de la ville. Voilà. Pour donner un peu de contexte, donc ce concours, c'est Topophile et la Fabrique des Camps Pédagogiques qui organisent l'intégralité de l'événement d'aujourd'hui qui le porte. C'est un concours qu'on avait voulu lancer il y a 2 ans à Poitiers lors de la première biennale justement de ces rencontres, sur une idée de Thierry Pacaud, philosophe, urbaniste, philosophe de l'urbain même on peut dire. Et donc à cette époque, il n'avait pas vu le jour ce concours, et on est très heureux d'avoir réussi à le concrétiser cette année. D'autant plus heureux qu'on a eu la chance d'avoir des candidatures de très très grande qualité. À noter quand même que c'est un concours qui a été lancé en termes de communication en janvier. Donc les participants n'ont eu que quelques mois pour y répondre. Et on est sur un concours un peu mode bénévole, appel à idées. Donc on n'avait pas non plus de prix financier pour motiver. C'est important aussi, il ne faut pas l'oublier. Hein, évidemment, là on a beaucoup fait de travail en bénévole sur ce concours et les participants aussi. Mais voilà, c'est important aussi quand même de continuer à dire qu'il faut financer les communs. Et voilà, bon. Donc ce concours, il parle de quoi? Ce concours, il parle de comment est-ce qu'on peut réaménager la ville de Marseille à hauteur d'enfant. Donc on a eu des propositions qui sont orientées plus sur la classe dehors, comment est-ce qu'on peut réaménager les alentours des écoles. On a eu des propositions qui sont plus basées finalement, donc des propositions, la première partie qui était plutôt donc urbaine, architecturale, paysagère. On a eu aussi des propositions plus pédagogiques, avec cette fois-ci plutôt des dispositifs, des méthodologies pour commencer à se réapproprier l'espace extérieur avec les classes, et donc aussi des outils qui ont été construits, affinés, proposés par les participants, et dont on a bon espoir que les enseignants pourront s'emparer dans les semaines et mois qui viennent. Et enfin, on a eu des propositions qui étaient à l'intersection des deux, qui proposaient à la fois des processus plutôt architecturaux et des processus plutôt, à mi-chemin entre justement l'architecture et la pédagogie. Donc comment est-ce qu'on peut faire participer les enfants à l'architecture, à leur espace, c'est-à-dire non seulement qu'ils le conçoivent, mais aussi qu'ils le réalisent. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long, je vais passer la parole à Pierre-Marie Ganosi. Alors j'ai le titre exact. Adjoint au maire en charge du plan école, du bâti, de la construction, de la rénovation et du patrimoine scolaire. Tiens, prends bien. Pourtant, j'avais écouté 1, 2. Ah si, ça y est. Bien, bonjour. Moi, la réflexion autour de la ville à hauteur d'enfant, c'est quelque chose qui m'a frappé lorsque j'ai lu l'ouvrage de Tonucci, l'architecte italien, où en fait il a mis en place plusieurs travaux dans de nombreuses villes italiennes avec cette idée de transformer l'urbanisme pour aller vers une ville à hauteur d'enfant. Et en réalité, une ville à hauteur d'enfant, c'est une ville du coup qui est totalement inclusive pour les personnes à mobilité réduite, pour les personnes en difficulté. Et donc on est vraiment, en fait, construire, réfléchir, bâtir une ville à hauteur d'enfant, c'est en réalité construire une ville pour toutes et tous. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé extrêmement pertinent. J'ai eu la chance de le rencontrer à Montpellier. Le maire de Montpellier m'a invité lorsque M. Tonucci est venu, parce que Montpellier est très ambitieuse dans cette dynamique de ville à hauteur d'enfant. Donc j'ai pu rencontrer M. Tonucci et ses équipes il y a deux ans de cela. Et c'est vraiment un personnage qui est inspirant. Mais c'était aussi des politiques publiques qui sont extrêmement volontaristes. Et comme vous le savez, à Marseille, on a une particularité, c'est que la ville de Marseille et la métropole de Marseille ne sont pas forcément en très bons termes.
Or, le développement urbain est plutôt une compétence métropolitaine et pas forcément une compétence locale, ce qui n'est pas le cas par exemple à Montpellier, où le maire de Montpellier est aussi le président de la métropole, ce qui du coup est beaucoup plus facile. En tout cas, à l'instant où on se parle, ce n'est pas le cas à Marseille, et donc ça crée des complexités supplémentaires. Pour ceux qui sont de Marseille, vous les comprenez très bien et vous les vivez tous les jours. Pour ceux qui sont extérieurs à Marseille, c'est une particularité marseillaise, comme le Vieux-Port, la Bouillabaisse, le club de l'OM. On a une particularité aussi, c'est que la plus grande ville de la métropole ne dirige pas du tout la métropole, voire même parfois, elle est en opposition complète. Bref, parenthèse mise à part, la volonté de faire une ville à hauteur d'enfant, d'avoir des pratiques pédagogiques à hauteur d'enfant, d'avoir des cours d'école faites par et pour les enfants, c'est vraiment quelque chose qui nous anime et c'est quelque chose qui doit transformer notre état d'esprit. Transformer notre état d'esprit en tant que décideur public, puisque moi en tant qu'adjoint au maire auprès de Benoît Payan, c'est moi qui décide un certain nombre de choses, alors pas tout seul évidemment, mais c'est quand même moi qui ai le pouvoir entre guillemets exécutif sur la ville. Mais ça doit également aussi changer les paradigmes des architectes, des urbanistes, parce qu'en fait, on ne peut plus penser la ville aujourd'hui comme on l'a pensé ne serait-ce qu'il y a 10 ans. De la même façon qu'on ne peut plus penser une école aujourd'hui comme on l'a pensé il y a 10 ans. Et donc ce que nous sommes en train de construire, c'est quelque chose qui est largement devant nous. Certaines villes en Italie ont pris de l'avance, certaines villes en France aussi ont pris de l'avance. Nous, on est en train de rattraper notre retard. Mais quand je vois tous les projets qui ont été proposés, et je vous en remercie d'ailleurs, par tous ceux qui ont participé au concours de la ville récréative, et que ce ne sont pas en plus uniquement des Marseillais qui ont participé, moi je me dis que c'est bien, c'est-à-dire que la ville de Marseille redevient attractive, qu'on ait un terrain de jeu et un terrain d'expérimentation pour plein de nouvelles innovations, et ça j'en suis très fier. Et moi ce que je vous propose, c'est que, on en a déjà parlé, mais je ne veux pas déflorer, ah oui, parce qu'il y a des choses que j'ai appris que je n'avais pas le droit de dire aujourd'hui, donc on en reparlera demain soir lorsque les lauréats seront connus. Mais moi, j'ai vraiment la volonté de faire en sorte que la ville de Marseille puisse accompagner un certain nombre de lauréats aujourd'hui, demain, peut-être dans un futur proche aussi. Et donc, c'est une invitation que... Alors, c'est du scoop, du coup, parce que je ne vous en ai pas encore parlé. Mais si les classes dehors nous faisaient le plaisir de bien vouloir revenir dans un futur très proche, et si dans ce futur très proche, je suis encore adjoint au maire de Marseille, moi, je pense qu'on pourrait faire... vraiment un travail collaboratif sur, par exemple, une école type, et on laisse ouvert l'aménagement à des architectes, alors peut-être des étudiants en architecture plutôt que des cabinets d'architecture pour éviter d'avoir des difficultés par rapport au marché public. Mais c'est des choses qu'on pourrait faire, nous, à la ville de Marseille. Nous voulons, et pour tous ceux qui ont travaillé avec nous d'une manière ou d'une autre, et il y en a autour de la table, donc je ne vais pas le développer plus, mais pour ceux qui ont déjà travaillé avec nous, vous savez que nous, on essaye de pousser les curseurs vers le mieux disant possible, avec comme seul mantra le bien-être de l'enfant à l'école. Et à partir du moment où on a ce mantra-là, eh bien, après, toutes les politiques publiques vont venir accompagner les innovations des architectes, que ce soit en termes de cours d'école, en termes d'animation du quartier, en termes d'exploration de la ville, et beaucoup d'entre vous avaient proposé des projets pédagogiques d'exploration de la ville. Voilà. Nous ne demandons qu'à une chose, c'est d'être votre terrain de jeu, votre terrain d'expérimentation, et nous en sommes très fiers parce que la ville est en train de se transformer. Elle se transforme grâce à ses habitants et aussi grâce aux cerveaux qui peuvent accélérer les transformations. Merci. Merci Pierre-Marie. Et alors justement, scoop sur scoop, c'est super que tu parles de ça, parce qu'en fait, l'année prochaine, ce concours va très probablement se généraliser à toutes les écoles d'archi. Et l'objectif, justement, c'est d'associer les écoles d'archi, les centres de formation, à la ville, à la collectivité, dans un partenariat rapproché qui permet aux étudiants, en effet, de venir agir très concrètement sur des lieux qui les concernent directement, qu'ils connaissent en plus très souvent avec un regard assez fin. Et en plus de ça, ce qui est très chouette après, c'est que ça crée des partenariats de long terme. Donc on va se revoir très bientôt. J'espère. C'est très chouette. Et on a avec nous, donc je ne vous ai pas présenté, mais donc on a deux questionneurs, donc Pierre-Marie est le premier, et on a avec nous Gabrielle Rénal, qui est notre deuxième questionneuse du jour pour les participants, qui est géographe environnementaliste au bureau d'études Domenscope à Aix-en-Provence. Et donc tu es ancienne coprésidente d'Envirobat, donc tu as une connaissance de l'environnement de la construction autour de Marseille assez
fin, j'imagine. Et tu as beaucoup travaillé sur les écoles aussi, donc c'est un sujet... voilà. Et peut-être, sans plus tarder, si ça te va, on va passer à la seconde phase où je vais vous proposer justement de parler un peu de votre rapport à la classe dehors et à la ville à hauteur d'enfant, avant de donner la parole à nos invités participants. Et donc, est-ce que tous les deux, vous pouvez nous dire quelques mots sur comment vous avez expérimenté dans votre vie, soit professionnelle, soit même avant, dans votre enfance, la classe dehors et la vie récréative? Je t'en prie, Gabrielle. C'est moi qui commence. Ok. Bonjour à tous, à toutes. Alors moi, j'ai une vraie particularité peut-être par rapport à d'autres personnes, c'est que j'ai grandi dans une école, j'y suis même née, pour vrai dire, parce que je suis fille d'un stit. Je suis née en Lozère, dans une école à Grand-Rieu. Et j'ai grandi ensuite à Miramas, dans une école dite ouverte, les fameuses écoles auxquelles on pouvait accéder depuis la rue directement dans la classe, et que j'ai vu se transformer progressivement en école qui se refermait, se repliait sur elle-même, qui se sanctuarisait, mais qui aussi tournait le dos à ce qu'était le quartier et à mes copains et mes copines, à moi, en enfance. Moi, j'étais protégée dans l'enceinte de l'école puisque j'y vivais, et eux étaient exclus. C'était symboliquement très fort, ce retournement d'une école très ouverte qui accueillait bien au-delà de l'école et de l'enseignement et de l'institution, qui accueillait les associations, qui accueillait les parents d'élèves le soir, qui accueillait les cours complémentaires, formels ou informels, qui accueillait tout un tas d'activités tout au long de l'année et bien au-delà des heures d'ouverture classiques. Ces fameuses écoles qui, à l'époque, du coup, étaient utilisées non pas 20% du temps, parce que le taux d'occupation réel d'une école, c'est 20% du temps de l'année. Donc on met beaucoup de moyens là-dedans pour une très faible utilisation. On mutualise peu, on referme, on isole, on a des vigipirates, on a beaucoup de contraintes qui coupent l'école de la vie qui est autour et qui laissent peu d'espace à de l'échange et au lien social. Ça m'a toujours questionné parce que je n'ai jamais vraiment compris pourquoi ça s'était retourné comme ça. Et quand on a commencé à faire de la programmation à Domaine en 2006, sur ces questions environnementales, le rapport à l'environnement, qui était la première des questions d'un programme environnemental, c'était qu'est-ce qui nous entourait, et on nous demandait de faire un programme qui répondait aux exigences de l'éducation nationale, ministérielle, en nous demandant de cloisonner, fermer, couper, mettre des plages d'accès, des conditions d'ouverture, de fermeture, des portails, des clôtures. Et peu de croisements et peu de place à la chose publique d'une manière générale, plus d'agora et plus d'abris aussi. Parce que l'école avait une fonction, non pas de refuge, parce que c'est le mot à la mode en ce moment, mais comme on est dans un monde fluctuant et de plus en plus problématique, la notion d'abri et de refuge, elle va se poser de plus en plus. Et Marseille est une ville qui est peut-être dure aussi, qui est magique parce qu'elle a la mer, parce qu'elle a son passé, parce qu'elle a une richesse culturelle très forte et une grande diversité. De l'autre côté, elle a la dureté de la ville, la densité, la grande place faite à la voiture. Et donc la question qui se pose, c'est comment ces écoles pourraient aussi contribuer à accueillir et à recueillir bien au-delà du simple enseignement, de sa fonction d'enseignement. Ça, c'est une question. Et je me dis qu'en ouvrant l'école, de fait, la classe dehors, c'est son pendant, ou peut-être que la classe dehors peut amener l'école à se réouvrir. Enfin, je ne sais pas comment, dans quel chemin ça pourrait se faire. Mais elle a une fonction sociale, voilà, de mon expérience personnelle, ce que je peux en signaler. Et donc, moi, j'aurais beaucoup de questions aux participants là-dessus. Merci Gabriel. C'est vrai qu'on peut souligner la porosité finalement en faisant un pas vers l'extérieur. On peut espérer aussi que l'extérieur, à son tour, fasse un pas vers l'intérieur de l'école et qu'on arrive en effet, comme chez les Suisses, à ouvrir nos écoles tous les week-ends et à offrir des parcs à la population où le lundi, quand les profs arrivent avec leur classe, tout est propre, tout est bien rangé. On espère tendre vers ça. Pierre-Marie, toi, ton rapport, ton regard sur la classe dehors, je n'ai pas présenté, mais donc tu es enseignant. Tu continues d'ailleurs à avoir quelques heures avec des collégiens en histoire-géographie. Si je dis pas de bêtises. Oui, absolument. Moi, donc je suis toujours effectivement professeur d'histoire-géographie. Alors, plus beaucoup, j'exerce 2 matinées
devant mes élèves, et le reste du temps je suis à la mairie. Mais moi en fait ce sur quoi je voudrais insister, c'est en fait les plus grands souvenirs que je peux avoir moi en tant qu'élève, et je suis aussi papa d'un garçon, enfin d'un grand garçon maintenant et d'une grande fille maintenant. Et qu'est-ce qu'on retient en fait de notre scolarité, de quand moi j'étais enfant ou quand mes enfants qu'ils vivent au quotidien ça. En fait, ceux qui retiennent le plus, c'est ceux qui en fait le plus différents. C'est-à-dire, moi, je retiens les classes vertes que j'ai pu faire. Je retiens les moments où j'étais pas dans ma salle de classe, où on est allé faire une visite de musée, où on est allé à Paris. Alors aujourd'hui, aller à Paris, c'est simple. On a le TGV 3h30, on y est. Moi, j'ai quelques cheveux blancs. À l'époque, c'était pas en 3h30 qu'on arrivait à Paris. C'était quand même beaucoup plus long, et c'était une vraie expédition. En plus, je suis pas de Marseille, je suis d'un petit peu plus loin, donc j'avais pas le métro, donc j'ai découvert le métro. Enfin, voilà, sortir de sa salle de classe, c'est vraiment avoir l'assurance d'avoir des souvenirs qui sont inoubliables. C'était vrai à mon époque, et c'est vrai à l'époque de mes enfants aussi aujourd'hui. Moi, mes enfants, quand ils ont pu bénéficier de classes vertes au Frioul. Et en fait, ils s'en rappellent comme si c'était hier. Et ça crée vraiment des souvenirs très forts. Et donc, cette idée d'aller en dehors de sa salle de classe, c'est une idée qui, sur le papier, paraît très bien, mais en réalité, en tant qu'enseignant, c'est souvent très compliqué à faire. Alors, compliqué, c'est pas si compliqué que ça. Mais en réalité, il y a des nécessités administratives à réaliser. Il faut des accompagnateurs pour venir avec nous, même si on doit sortir ne serait-ce qu'à 50 mètres du collège. Il faut des accompagnateurs avec nous. Et donc, souvent, par flemme, les enseignants ne sautent pas le pas pour aller vers l'extérieur. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que c'est des moments qui sont très souvent, dans le cadre d'une classe, des moments qui sont importants pour la sociabilisation entre les élèves, mais également pour voir les élèves sous un autre jour. Et donc ça, c'est des choses que nous, on essaye du coup de favoriser à la ville de Marseille, en mettant à disposition autant que faire se peut des personnels pour aider, ou bien pour financer des projets qui peuvent être des projets classe de mer, colo apprenante ou autre, pour faire en sorte que la salle de classe, évidemment, elle doit être sacralisée, mais on doit pouvoir aller en dehors, dans un espace plus ou moins proche de la salle de classe. Et à titre de comparaison, je suis parti avec l'éducation nationale il y a 2 ans au Danemark, il y a 1 an d'ailleurs, en voyage d'études. Et alors au Danemark, par rapport à ce que vous disiez, ils ont une vision complètement différente de l'école, où là, c'est l'inverse, c'est l'école ouverte. L'école complètement ouverte, et c'est d'ailleurs pour nous Français extrêmement choquant, parce qu'on peut rentrer dans une école très facilement. Et une des premières choses qui m'a frappé quand on est arrivé, donc j'étais avec d'autres enseignants, d'ailleurs des enseignants plutôt du premier degré, on voit un enfant de 10 ans sortir de l'école et en train de marcher dans la rue. Et donc moi, le réflexe que j'ai eu tout de suite, c'est est-ce que je dois aller le rattraper, l'attraper par le col, le ramener à son maître ou sa maîtresse. Bon, du coup, il y avait le barrage de la langue quand même, parce que je ne parle pas danois, donc je ne l'ai pas fait. Mais du coup, on s'est tous regardés, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Et en fait, il y avait un accompagnateur avec nous et qui nous a dit, non, mais ici, en fait, c'est comme ça. Un enfant, l'école n'est pas fermée. Un enfant, quand il veut rentrer chez lui, il peut le faire. Je ne dis pas que c'est ça qu'il faut appliquer en France. On ne peut pas passer de tout à l'inverse. Ce n'est pas possible. En revanche, il y a quand même des choses en France que nous avons développées en termes de sécurisation, peut-être à outrance, en termes de vouloir fermer à tout prix les espaces, qui sont peut-être allés dans une dynamique inverse de celle qu'il peut y avoir en Scandinavie, Danemark, Suède, etc. Et où du coup, la pratique à l'extérieur est quelque chose qui peut inquiéter. Elle inquiète parce qu'on n'a pas l'habitude, parce que les enfants seront sales, parce que les enfants vont peut-être se blesser, etc., etc. Dans une grande cour d'école qu'on a visitée, il y avait 2 enfants, quand on y est allé, il y avait 2 enfants qui étaient en train de patauger dans de la boue. Et moi, je me suis dit, 2 enfants en train de patauger dans de la boue, en France, ça fait la une du journal télévisé de TF1. Et bien au Danemark, c'est complètement naturel. Donc c'est une pratique pédagogique. Faire la classe dehors, ce n'est pas simplement une évolution de la pédagogie, c'est vraiment une révolution. Et je crois que tous les travaux que vous nous avez proposés, c'est vraiment de permettre aux enseignants d'avoir des outils, parce que très souvent c'est des outils qui manquent, d'avoir des outils pour inciter tout le monde à aller dehors, pour retrouver l'histoire de sa ville, pour retrouver le parcours géologique de sa ville, ou biologique de sa ville, et ce qui doit permettre d'avoir de nouvelles pratiques et aussi une nouvelle appréhension de sa ville. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'important, qui n'était pas du tout
quelque chose qui était pensé il y a 20 ou 30 ans, mais qui est en train de se développer de plus en plus et qui, je crois, est une nécessité parce que je crois que tout le monde a bien compris aujourd'hui que, certes, il y a l'être humain, mais en fait, au-delà de l'être humain, il y a aussi le vivant. Et que l'être humain ne pourra pas continuer d'exister si autour de lui, le vivant n'est plus vivant. Enfin, ça paraît une tautologie ce que je dis, sauf qu'en fait, c'est la réalité. Et donc, je crois que avoir ce souci du vivant, ce souci du monde dans lequel on vit, c'est quelque chose qui est nécessaire et qui ne peut pas se faire que à l'intérieur d'une salle de classe. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a besoin d'avoir des évolutions très fortes des pratiques pédagogiques de tout le monde. C'est ça qu'il faut rappeler qu'en France, comme tu le soulignes, en fait, on a une culture du bâtiment architectural aussi, de l'école, qui n'est pas du tout la même que dans les pays scandinaves. Nous, on a énormément construit au 19e siècle, que ce soit la première partie, avec par exemple les mairies-écoles qu'on connaît tous dans les petits villages, qui pour le coup peut-être étaient plus ouvertes justement vers des terrains d'aventure extérieurs à l'école. Mais les écoles des centres-villes, en fait, très rapidement, on s'est mis en effet à construire le long de la rue pour fermer, protéger. C'est un lieu justement où l'enfant est enfin mis à l'abri du monde extérieur qui pouvait... les enfants dormaient dans les villes. Alors il faut lire Topophile, donc j'ai dit tout à l'heure, mais on a republié des textes de Choé qui parlent de ça entre autres, mais pas que. Et donc voilà, en effet, le rapport à l'architecture scolaire aussi est très différent, et on a cette inertie parce qu'en fait on a des très beaux bâtiments qui datent de cette époque, qui sont d'ailleurs des fois avec des qualités de résistance aux stratégies d'été quand il fait très chaud, bien meilleures que celles qu'on a construites dans les années 60. Mais en effet, il faut jongler avec, et donc on a cette tradition de fermer. C'est Foucault, c'est... voilà. Sans plus tarder, je vais donner la parole à nos participants. Et Roman, est-ce que tu te sens de commencer ? On a... Ça irait ? Roman Stein, qui nous vient de Nantes, si je ne dis pas de bêtises, qui est, c'est ça, hein, qui est designeuse de formation. Tu es en deuxième année, dernière année. Donc ça correspond à la cinquième, c'est un master ? Master. Et tu as travaillé dans... Tu as profité de ce concours, si je ne dis pas de bêtises, pour en faire aussi un rendu pédagogique pour ton école, c'est ça ? En fait, j'ai participé au concours dans le cadre de mon projet de fin d'études parce que je suis en master à l'école de design de Nantes. Donc c'est un master qui est plus tourné vers l'aménagement du territoire, mais j'ai une spécialité design produit, donc vraiment la conception plus d'objets. Et j'ai décidé de participer au concours dans ce cadre-là puisque je me suis intéressée pendant mon projet de fin d'études à la classe dehors et notamment à la question de comment accompagner les enseignants et quels outils on peut leur donner pour faire classe dehors. Notamment au milieu urbain. Donc voilà. Donc moi, le projet que j'ai proposé, c'est un dispositif qui est composé de deux parties. Une partie qui va être mobile et une partie qui va être fixe. En fait, j'ai pu identifier plusieurs freins à la classe dehors. Il y a ceux qui vont provenir plus des craintes et des méconnaissances, que ce soit de l'équipe enseignante, des parents, des collègues, et en fait de nous tous en général, puisqu'on n'est pas habitué forcément à cette démarche-là. Et donc, comment on peut aider sur cette partie-là à réduire les craintes, à réduire les méconnaissances et à vraiment communiquer et fédérer autour de ce projet, de cette démarche, je veux dire. Et il y a une autre partie qui est la difficulté à se lancer et voilà, à trouver un lieu, à se lancer dans la logistique, comment ça se passe, comment on part dehors, etc. Comment on fait la transition entre l'intérieur de l'école et l'extérieur. Donc moi j'ai dessiné deux objets. Un objet qui est un chariot pédagogique avec l'idée de pouvoir remplir ce chariot avec le matériel que les enseignants vont vouloir emmener en classe dehors, donc le remplir avec les élèves et amener cette transition au travers d'un objet qui symboliquement représente la classe dehors, montre que ça existe, c'est un objet qu'on met à disposition des écoles pour encourager cette pratique. Et voilà, et donc l'idée c'est quand on arrive dans un lieu, par exemple un square, un parc ou un lieu de nature en ville, de l'ouvrir et de se servir de ce module pour vraiment se servir pédagogiquement en fait, pouvoir déposer des éléments, pouvoir s'en servir comme petit point de ralliement, un peu de regroupement, parce que je sais qu'il y a beaucoup de moments de ritualisation en classe dehors, donc les moments de début, de fin, etc. Donc ça, c'était la première partie du projet. Et la deuxième partie, c'était la partie fixe. Donc là, c'est plus un petit totem, un objet assez simple et facile qui serait mis du coup dans les espaces. Donc moi, j'avais pensé initialement aux espaces verts, mais en fait, ça pourrait être mis dans tous les espaces propices du coup à la classe dehors. Et ça serait un totem plus de communication parce que le gros frein, c'est du coup la méconnaissance et les peurs, comme je disais.
Et donc, comment on peut rendre visible cette activité auprès de tout le monde. Donc, c'est un totem sur lequel les enseignants et les classes peuvent écrire. C'est une idée. Peuvent écrire, dessiner, laisser des messages. C'est une visée un peu du coup éphémère, parce que s'il pleut ou si une autre classe passe, on va effacer le message d'avant et on va montrer autre chose. Mais c'est se dire, par exemple, les classes qui passent après, je vois qu'il y a ça qui a été fait, ça qui a été vu avant. Les familles qui viennent le week-end, elles peuvent voir aussi, par exemple, je sais pas, mais à la fin des moments en classe dehors, il peut y avoir demander aux élèves qu'est-ce que vous avez aimé aujourd'hui. Et c'est tout simple, mais par exemple, moi j'ai aimé observer les feuilles ou grimper aux arbres, parce que je sais que c'est une pratique qui se fait. En fait, juste montrer aux parents ce que les élèves ils ont vécu, ça permettra, je pense, de plus fédérer et de plus aider à répandre la pratique et lutter un peu contre ces craintes et tout ça. Donc voilà. Et je tiens à préciser que je ne suis pas de Marseille, c'est la première fois que je viens, donc c'est aussi pour ça que je ne me suis pas aventurée sur une partie vraiment de la ville, mais plus un dispositif qu'on peut mettre un peu partout. Voilà. Merci. Je précise du coup que pour que ce soit plus visuel, donc là on va vous raconter un peu de façon avec nos mots, avec ce médium qui est le langage oral, mais l'expo est affichée, elle est toute fraîche de ce matin, on l'a mise, donc c'est dans les barnums qui sont par là-bas, voilà, avec le reste de l'expo Ville à hauteur d'enfant qui est aussi très intéressante, qui a été fait par Equal Sari pour l'ADEME, donc il y a pas mal de réalisations de projets. Et donc on peut retrouver ton projet là-bas, Roman. J'ai deux petites questions très rapides. Est-ce que dans le cadre de tes études, tu as fait aussi la classe dehors, parce qu'on parle beaucoup de la classe dehors avec les enfants, avec les tout petits, mais finalement, je sais que moi, donc, je suis architecte de formation, durant mes études d'architecture, j'ai aussi pu pratiquer la classe dehors, finalement, en études sup. Est-ce que c'est quelque chose que tu as fait? Et aussi, peut-être, est-ce que sinon, comment tu t'es emparé dans ton expérience personnelle pour justement nourrir cet objet? Alors, du coup, nous, on n'a pas du tout fait classe dehors dans mes études sup, ni à l'école. En fait, j'ai jamais fait classe dehors, ce qui est très triste d'ailleurs, mais bon. Mais je crois que ça a encouragé justement certains de mes professeurs à le faire, parce que le sujet, les sujets sont très variés dans ce master, et c'est vraiment, moi j'ai vraiment choisi celui-ci parce que c'était quelque chose de plus personnel. En fait, j'étais animatrice en centre de loisirs et j'étais dans une cour d'école où il n'y avait aucun arbre, aucune plante, rien, et du coup ça m'a paru assez incroyable, quoi. Et du coup, je suis partie sur ce sujet parce que j'ai trouvé ça hyper important de ramener la nature dans l'éducation des enfants. Et donc, je me suis intéressée à tout ça. J'ai pu faire du terrain, j'ai pu appeler des enseignants. Je suis allée voir ce qui se passait à Paris, ce qui se passait dans les cours Oasis, les cours végétalisés. Je suis allée voir des associations. J'ai été bénévole dans des associations d'animation par la nature et tout ça. Donc je me suis enrichie comme je pouvais, même si c'est pas facile forcément de rentrer dans les écoles et de voir vraiment ce qui se passe. Mais voilà, donc c'est plus une initiative personnelle et j'ai pas eu la chance de l'expérimenter en études. Merci Roman. Ton projet est à retrouver du coup à l'expo. Merci. Rappelle-moi le nom exact, le titre, je ne l'ai pas noté, j'ai un doute. Moi je l'ai appelé Dehors. Dehors, c'est pour ça. Voilà. Si on reste à l'échelle S, Lina, donc Lina Singer, tu es architecte sur Marseille, si je dis pas de bêtises. Tu as une agence qui s'appelle LS2 ou L2S? Alors, je suis paysagiste, urbaniste paysagiste de Bordeaux. Ah, de Bordeaux, excuse-moi. Donc, je connais assez mal Marseille, mais j'ai la chance d'avoir une fille qui a décidé d'étudier à Saint-Charles. Et du coup, je suis franchement tombée amoureuse de la ville, voilà, depuis qu'elle étudie ici. Et quand on a vu le concours international, donc à Bordeaux, il y a eu un gros concours qui a été lancé sur les courbes buissonnières. Donc on travaille depuis maintenant plus de 5 ans avec Equal Sari et Verdi sur la transformation des cours de Bordeaux, de la ville de Bordeaux. Et en tant que professionnel, on a été quand même un peu, même si le dispositif est très intéressant et très élogieux, parce qu'il y a 4 parties prenantes, donc 4 équipes. On concerte entre les équipes, donc on s'épaule dans les recherches que l'on peut formuler auprès des corps enseignants, mais on se heurte très franchement à des réticences assez importantes de la part justement de ce corps enseignant. Et on se heurte aussi, et ça c'est aussi des problématiques qu'on trouve en concertation, à une non-compréhension et à une vraie complexité à avoir un vocabulaire commun pour rentrer en compréhension. Et en fait, le corps enseignant n'ose pas nous questionner parce qu'il n'est pas éduqué à lire un plan, une coupe.
Donc on essaie de transformer les modèles plutôt sur le thème de l'urbanisme tactique pour préfigurer, pour rentrer en conversation réellement avec eux et qu'ils ne soient pas surpris, in fine, de ce que l'on livre. Parce qu'au début, sur les premières années, c'était franchement la catastrophe. Voilà. Donc c'est un processus qui est très intéressant. Et du coup, quand j'ai vu qu'il y avait ce concours international sur l'école dehors, pour moi, c'est le pas d'après. Parce que déjà, retravailler les cours, en effet, sur des écritures 19e ou 20e, c'est complexe. Et le fait d'aller à l'extérieur, nous, du coup, on a choisi un site qui est le site de Simone de Beauvoir, qui a été, il se trouve, mais complètement par hasard, est réalisé par un architecte bordelais, qui est une enclave dans un site en grande mutation. Et quand je me suis rendue sur cet espace-là, donc je me suis baladée un peu dans le secteur, et j'ai été du coup dans la caserne, j'ai été à la ludothèque, j'ai été dans l'espace sportif, et je me suis rendue compte qu'il y avait beaucoup de familles roumaines qui s'étaient installées juste à côté. Il y a aussi la première rue des enfants, juste à côté de cette école. Et qu'il y avait donc une famille de gitans qui était à côté du camp de Roumains, parce qu'elle n'était pas inclue au camp de Roumains, et qui occupait 2600 mètres carrés d'espace en friche, mais stricto sensus au même plan que les cours d'école. Donc je me suis dit que cet espace était peut-être un espace très qualitatif pour créer l'école dehors, parce qu'en co-visibilité directe avec la ludothèque et les cours elles-mêmes, et du coup dans un lieu qui pouvait être mis en tension vraiment avec l'école actuelle qui venait d'être récemment livrée. Voilà. Donc notre projet à nous, contrairement à cette jeune fille, c'est pas de livrer une écriture, parce que pour nous, en tous les cas, urbanisme paysagiste, c'était pas le sujet, mais plutôt un process, parce que dans tous les exercices de préfiguration que l'on fait, on essaie de former justement et d'accompagner les élèves et le corps enseignant. Par exemple, dans une préfiguration, on devait construire une cabane avec des élèves. On est venu avec un charpentier pour expliquer aux élèves en élémentaire à construire un châssis. Et par la construction de ce châssis, ils ont construit à nos côtés une cabane. Donc l'objectif n'était pas notre écriture, mais bien la compréhension d'un processus. Dans ce que l'on a formulé du coup là pour cette échelle S, c'est 3 typologies de construction, mais plutôt proposer des blocs et des châssis qui seraient issus de l'économie circulaire. Donc l'écriture de ces blocs et de ces châssis nous échappe complètement et elle nous importe peu en fait, pour par contre créer une pépinière, parce que pour nous, on est paysagiste, donc c'est plutôt le paysage qui est un préalable. Voilà. Donc on crée l'environnement paysager. Derrière, on crée une agora, parce que justement, on veut qu'il y ait du débat, de l'observation, des discussions sur ces constructions avec le corps enseignant. Donc c'est vraiment une co-construction de l'école, il n'y a pas de discipline, c'est vraiment transdisciplinaire. Et après, on crée un observatoire qui permet en fait à ces élèves, alors on a mis en place une sorte de concept de boîte aux lettres, parce que c'est aussi particulier, on était quand même dans un cadre, enfin ce secteur-là est un des secteurs les plus pauvres de Marseille, et il se trouve que ma fille habite dans le 6e. Quand j'ai marché du coup de l'école Simone de Beauvoir jusqu'au 6e, je me suis dit il faut vraiment mettre en résonance ces gamins de ces différentes écoles, et que tout soit support d'échange et une excuse à l'échange. Donc l'économie circulaire permet ça, on pourrait utiliser la charrette qui a été créée, mais également le concept de l'invitation nous paraissait fondamental. Donc on s'est dit qu'on pouvait mettre en place dans Marseille des boîtes aux lettres spécifiques pour créer des invitations dans toutes les dynamiques scolaires qui vont être mises en place. Voilà à peu près ce qu'on a proposé. Merci Lina. J'en profite pour recontextualiser un tout petit peu. Du coup, on avait 3 échelles. On a demandé aux participants de s'intéresser. L'échelle S autour de 3 écoles. L'école Simone de Beauvoir, donc l'école des Égalades et l'école Malpasset. J'en profite pour présenter Paul Cerdan qui est avec nous, qui est doctorant CIFRE à la SPEM, qui est donc la Société publique des écoles marseillaises. Il faut rappeler qu'en France, on a 53 000 écoles au total, établissements scolaires. On en a 40 000 à rénover, qui ont été, c'est les annonces du gouvernement en 2022 par Macron. Et rien que sur Marseille, vous en avez 198, je crois, une ou deux près. C'est colossal. Il n'y a aucune ville en France qui n'a à affronter un tel chantier sur les écoles. Et donc l'école Simone de Beauvoir, auquel on vous a demandé justement de vous intéresser, une des 3 qui était dans les sites proposés, vient d'être livrée il n'y a pas longtemps par la ville et par la SPEM. Et pourquoi je dis ça ? Parce que justement, face aux difficultés donc, que tu évoques des fois d'aller avec les enseignants sur cette idée de préfiguration, ou des fois c'est même en anticipant le projet scolaire qu'on arrive à donner la parole à ses occupants, en sortant de l'école finalement, en proposant justement d'aller occuper des espaces en dehors du cadre du bâti scolaire, peut-être que c'est une manière de pirater et de mettre en action tout le monde autour de ce projet commun.
Est-ce que vous voulez peut-être, questionneurs, questionneuses, Pierre-Marie et Gabriel, si vous avez déjà des questions à nos deux premières participants, sinon je donne la parole, je fais continuer. Il y a qui là, pardon 53, ok, ça, on a une demi-heure. 45 minutes en fait, même 50 minutes on a. Par contre, si tu parles. Oui. Oui. Moi, j'avais une question donc, pour Romane, et peut-être pour Nina après, si on peut. Tu parlais tout à l'heure d'accompagner, donner les moyens d'accompagner les enseignants, qui rebondit un peu sur les tensions dans les échanges. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de... Enfin, c'est pas parce que je suis fille de prof, mais il y a beaucoup d'injonctions contradictoires à vouloir donner à voir, faire différemment, et en même temps avoir des contraintes d'isolement et d'enfermement dans les établissements. Et en même temps, tout un tas d'habitudes qu'on a pris de sursécurisation, à vouloir contrôler tout geste, toute action. Quand tu as travaillé sur cette ergonomie de l'outil qui déambule, quoi, comment tu perçois la question de la réassurance en marchant? Je ne sais pas comment on peut expliquer ça, mais comment on peut accompagner le déplacement? Parce que je pense que c'est une des grandes angoisses. Arriver à un point B et s'installer, je pense que c'est à peu près... l'installation est acceptable, on a ici un lieu, mais comment se rendre sur le lieu avec une ribambelle d'enfants sans... Enfin, moi je vois je suis aussi maman, aussi grande aussi maintenant, mais on a fait des sorties scolaires à vélo, enfin, c'était toujours une montagne de contraintes pour faire 3 km. Comment on pourrait éventuellement trouver le moyen d'avoir un outil qui... Par le design peut-être Alors, du coup, pour être honnête, moi, j'ai pas autant travaillé sur la partie du chemin, plus sur vraiment la partie rangement et logistique. Mais en fait, c'était l'idée de se greffer à cette pratique qui existe déjà. Et comment ça fonctionne aujourd'hui, en fait, ils sortent avec les accompagnants dehors. Et du coup, moi, j'avoue que mon objet, le projet, je l'ai pas spécialement pensé pour ce chemin, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire et à ajouter justement pour faciliter le chemin dans la ville, que ce soit en passant par les trottoirs ou en passant par le bus, etc. Parce que je sais qu'il y a différentes façons d'aller au lieu de classe dehors. Mais pour être honnête, j'ai pas creusé encore beaucoup cette partie-là. Moi, si je peux me permettre, nous, le premier truc qu'on s'est dit là-dessus, c'est peut-être que c'est aussi une question d'habitude et d'apprentissage, et qu'il y avait un premier préalable à la classe dehors et au fait de se déplacer pour aller quelque part, c'est de savoir se déplacer en groupe, en classe, et que peut-être que les sorties actuellement, elles sont trop ponctuelles, elles sont trop rares, pour que ce soit vraiment quelque chose qui soit habituel, et que du coup ça amène une surexcitation qui amène d'autres choses, et que forcément c'est difficile à gérer avec la quantité d'élèves dans une classe. Il y a la question des accompagnants, et de la même façon, si on veut que la classe dehors puisse se faire de manière massive, la question des accompagnements adultes extérieurs aux professeurs, elle est super importante, et ça se fait par justement l'habitude des enfants à se déplacer en premier lieu, avant même l'aménagement, on pense, parce que une fois que les enfants sont à même d'identifier les risques, de gérer justement leur déplacement et de savoir qu'il y a des moments de concentration justement pour faire attention, et que peut-être il y a plus de pauses pendant le trajet pour justement relâcher cette attention et être plus en sécurité, et une fois qu'on a cet apprentissage-là, on peut passer à la suite qui est de se déplacer pour d'autres buts, d'autres apprentissages. Mais on pense qu'il y a vraiment cette étape préalable. Donc c'est Benoît Renoyer Royanet, je prononce bien, Royanet, pardon, qui s'exprime, avec Clémentine Thomas. Justement, la transition est parfaite, parce que Nina, tu parlais du rapport entre le quartier de la caserne du Muy, donc le quartier de la Belle de Mai finalement, et le quartier Saint-Charles. La deuxième échelle auquel on a demandé aux participants de s'intéresser, c'était l'échelle L, où justement, avec cette rupture dans la ville, avec les rails de chemin de fer qui arrivent jusqu'à la gare Saint-Charles, comment est-ce que ces trois quartiers, donc d'un côté la friche de la Belle de Mai, le quartier Saint-Charles et le quartier Longchamp, peuvent cohabiter, échanger, dialoguer, malgré des limites qui ont peu de franchissement. Donc, ce que tu commences à évoquer, finalement, l'idée du parcours, peut-être que tu veux en toucher deux mots, Clémentine ? Oui, alors
on va peut-être présenter Ouais. le projet, l'équipe. On a répondu à l'échelle urbaine et je trouve que ça dialogue assez bien avec ces deux échelles S de propositions de mobilier justement qui pourraient venir s'intégrer dans une réflexion à l'échelle du quartier. On a répondu donc à un groupe de 5 jeunes architectes diplômés il y a quelques années et donc de l'école d'architecture de Paris-La Villette. Et on est venu s'intéresser à ces quartiers en se rendant à Marseille, explorer quelques jours, arpenter toutes les rues, les intersections et les impasses du quartier de la Belle-de-Mai, du quartier de Longchamp et du quartier de la Gare Saint-Charles, en se rendant compte que ce sont deux quartiers très hétérogènes et qui dialoguent peu entre eux. Et donc on s'est posé tout un tas de questions sur comment rendre cet espace public plus propice aux enfants. On était parti de plusieurs trucs, à savoir que déjà, dans notre groupe, on avait un peu de connaissances sur la pédagogie de Freinet, donc de la classe promenade, de tout ce que le texte libre, le travail d'enquête ensuite pouvait amener. On est parti de cette réflexion-là. Le fait de ne pas être à Marseille aussi, ça nous a amené toute une partie de réflexion sur justement qu'est-ce que c'est notre place en tant qu'intervenant extérieur, comment on fait en sorte que l'intervention vienne et la transformation vienne au maximum du lieu même. Quand on est allé à Marseille, on a fait aussi tout un relevé justement. On a vu ces contrastes, on a vu des quartiers qui sont très sectorisés quelque part. Et le but, c'était justement de les relier, mais de se dire que... Oh putain, excusez-moi, j'ai un petit peu de mal. En fait, on est parti sur l'idée de repérer quels sont les potentiels de l'espace public, mais aussi des espaces que ce soit extérieurs, intérieurs, les potentiels bâtis, naturels, humains, quelles sont les associations en présence, les artisans, les artisanes, les commerçants, qui et quoi dans l'espace pouvait être support de la classe. Et je trouve que beaucoup de choses peuvent être rendues, aménagées en faveur de points de halte, de points de déplacement beaucoup plus propices à sortir de la classe. Et ça a été une constitution progressive de tous ces points de potentiel en les catégorisant un peu par des actions qui sont le fait de s'installer dans un espace, de faire halte et d'avoir des activités qu'on peut retrouver dans la classe, mais de les sortir de la classe, d'aller à la rencontre des personnes qui constituent le quartier et qui ont des savoir-faire à partager et qui peuvent être aussi support de pédagogie, donc directement dans le quartier à proximité. Et enfin, se déplacer comme une action même de la classe dehors. Et donc, comment rendre tout cela plus propice d'un point de vue spatial? Comment l'espace peut être justement le support de cette pédagogie? Donc, on est venu définir, parmi ces potentiels qui sont cartographiés sur un des panneaux qu'on présente, 9 actions potentiellement stratégiques qu'on pourrait mettre en place dans les 6 prochains mois, un peu dans l'immédiateté de commencer déjà à sortir dehors comme un premier pas et venir s'intégrer dans le temps long des projets institutionnels qui peuvent venir accompagner et pérenniser cette mise en réseau d'espace. Donc c'était vraiment cette idée de lancer déjà, identifier des points, lancer une constitution d'un réseau qui ensuite peut être l'initiative des classes elles-mêmes, des enfants eux-mêmes et des enseignants eux-mêmes. Et le but, c'est de justement se dire que les préalables, c'est donner à voir qu'une transformation est possible par ces interventions-là. En parallèle, avoir ce début d'apprentissage du déplacement et de l'expression aussi, parce qu'on a fait
On a pu profiter de notre voyage à Marseille pour aller dans une classe et poser la question aux enfants pour savoir quels espaces ils pratiquaient, est-ce qu'ils en avaient des choses à dire, est-ce qu'ils voulaient emmener des gens quelque part pour leur montrer quelque chose qui leur plaisait ou quoi que ce soit. On a eu très peu de réponses. Et alors, soit on n'était pas tout à fait assez enthousiasmant pour des enfants au niveau des questions, ce qui est peu impossible, mais il y a aussi toute une question de l'expression, l'habitude de sortir dehors. Et ça, c'est des préalables. Si on veut que la transformation et que les lieux justement de déplacement des points du réseau soient proposés et surtout expérimentés par les enfants et vraiment vécus par les enfants, il faut qu'ils aient l'habitude de l'exprimer et de les vivre déjà par eux-mêmes. Et donc, cette première étape, c'est une étape de préfiguration. Et ensuite, quelque part, c'est par l'usage et l'intensification de l'usage que les lieux se pérennisent dans le temps, à travers aussi l'usage des conseils d'école, puis du conseil municipal, qui, nous, dans notre projet, prend un rôle tout à fait important dans la structuration, justement, des lieux et leur transformation dans le temps, et la pérennisation de certaines branches du réseau, et quitte ensuite à ce que le réseau se recompose, parce que les enfants, leurs intérêts y varient, que ce n'est plus les mêmes générations, qu'en fonction des différentes personnes, on ne va plus avoir les mêmes intérêts et on ne va peut-être pas faire les apprentissages de la même façon, mais comme la table ronde précédente l'a rappelé, en fait, peu importe le sujet, il y a des apprentissages de base des différentes matières qui peuvent se faire par toutes ces différentes expériences, et qui ne sont pas que la classe dehors dans le parc, mais la classe dehors avec des associations, avec des personnes, dans des institutions autres. Et donc à partir de là, il y a cette recomposition, et en gros, ça se résume assez bien par la figure du rhizome qu'on a pris chez Deleuze et Guattari sur le fait que le réseau, il est acentré, il est dynamique, il se recompose en permanence par le milieu lui-même, et le milieu, c'est les enfants qui sont intéressés par leurs intérêts, par le travail d'enquête, par le texte libre, à différents lieux, et qui du coup se déplacent pour l'utiliser de manière pédagogique. Et du coup, le titre Oui, on a choisi donc pour titre de ce projet-là Chemin faisant, à la fois qui symbolise à la fois le fait de sortir de l'école, de cheminer pour aller à un point de destination ou à un point de halte dans l'espace public, mais aussi le temps long du cheminement vers la constitution de ce réseau d'acteurs qui est recomposable à tout moment, et le fait de faire ce premier pas qui est déjà le début du chemin à constituer avec non pas seulement les professionnels de l'espace comme les architectes, les paysagistes ou les urbanistes et les institutions, mais surtout chemin faisant par les élèves qui savent très bien eux-mêmes ce qui est constitutif de leur quartier et quels sont les potentiels de pédagogie autour de l'école. Allez-y, pardon. Je voudrais juste rebondir avec Nina et profiter de Nina qui est bordelaise, parce qu'on avait il n'y a pas très longtemps sur les sujets d'adaptation au changement climatique la présence d'un élu de Bordeaux, de l'élu à l'urbanisme, et qui a beaucoup exposé les questions d'aménagement de la rue apaisée devant les écoles, là, que c'était un gros programme. Et moi, je me posais la question dans ces jalons d'apprentissage pour que les enfants commencent à pouvoir aller dehors, quel est le préalable ? Et est-ce que cela fonctionne à Bordeaux, c'est-à-dire d'avoir et les jeux risqués dans les cours et la rue apaisée devant l'école pour être les premiers. Est-ce que ce sont des jalons essentiels ou est-ce qu'on peut passer outre ? C'est une question parce qu'à Marseille, c'est pas encore. Pardon. La prolongation, en effet, de la transformation de nos cours et la transformation par la métropole ou par la ville des environs de l'école est absolument fondamentale. On échange beaucoup dessus, et du coup, il y a en effet une sorte d'extension qui est très intéressante parce qu'on est dans un système en effet assez violent dans l'urbanisme contraint, et plus on approche de l'école, plus on a un système rassurant. Moi, ce qui m'a marqué aussi quand je suis arrivée à Marseille, c'est qu'il y avait justement des enfants qui se rendaient à la ludothèque, tous avec leurs petits gilets jaunes, 2 par 2, encadrés par 4
éducatif, j'imagine. Et quand j'ai été voir la famille de gitans en Contre-Haut, ils avaient également 4 enfants qui gambadaient partout dans le périmètre avec une liberté incroyable. Et là, je me suis dit, il y a en effet une distorsion énorme. Mais l'ennui, c'est qu'en tant que professionnel, tout ce que l'on fait dans les cours d'école est tellement cadré par des systèmes normatifs très rigides. On n'a plus le droit de chuter, il faut 50 cm d'épaisseur de substrat. On a des aires de réception tellement énormes qu'en fait, on est limité dans le nombre de jeux. Enfin, c'est tellement complexe d'aller contre ça. Et en effet, quand on voyage un peu, il y avait l'exemple de Copenhague ou du Danemark tout à l'heure, il y a aucune... Enfin, l'articulation extérieure-intérieure, elle n'existe pas du tout. D'un autre côté, les enfants, ils laissent leur jeu à l'extérieur, leur trisix à l'extérieur. Et donc, il n'y a pas de vol. Donc c'est évidemment un autre système. Voilà, je pense, dans nos pays latins, pas encore réplicable. Mais c'est juste pour vous dire que quand déjà dans un environnement quotidien, les enfants sont toujours dans une protection exacerbée, c'est très compliqué qu'ils se sentent à l'aise dans un système urbain où il peut y avoir conflit d'usage, des dangers, voilà. Donc pour moi déjà, pour les acculturer à tout ce qui a été dit tout à l'heure sur les balades, ces promenades, pour que ce soit pas vécu comme un stress pour eux, il faut qu'ils apprennent en effet à se déplacer, il faut qu'ils apprennent, enfin que peut-être que les systèmes normatifs doivent être un peu moins rigides, on peut se blesser, on peut en effet être sale et crotteux avant de rentrer dans la classe, si on enlève ses bottes, enfin, il faut beaucoup plus de souplesse. Mais encore une fois, tout ça s'articule énormément avec les directions. Il y en a qui sont très très souples, on a des directeurs d'école très souples et qui ont envie d'aller dans notre sens, et d'autres qui freinent énormément. Donc je ne sais pas exactement comment prendre le problème, mais j'ai l'impression en tant que concepteur que si la réglementation était un peu plus douce, il y aurait beaucoup plus de liberté, plus d'expérimentation, et que ce serait beaucoup plus propice à articuler ces principes-là avec la classe dehors. Oui, alors moi je suis architecte aussi par ailleurs et je suis doctorant sur comment faire participer, mon sujet de thèse, c'est comment faire participer les enfants à la rénovation de leur propre école. Donc la question normative, la question de la sécurité, on est toujours en plein dedans. Je pense qu'il y a aussi, en fait c'est un dialogue en fait, qu'il faut engager en permanence. Enfin, je vois qu'on a des écoles, on a réussi à faire des choses complètement pirates, borderline, on a construit des labyrinthes avec les enfants dans la cour de leur école, sans convention, avec des outils à l'ancienne, avec des matériaux de réemploi. Et en fait, ce qui était fou, c'est qu'on a observé qu'à ce moment-là, il n'y a eu aucun blessé pendant tous les chantiers. Par contre, les gamins, ils s'éclataient jusqu'au sang, voire jusqu'aux os, sur le revêtement de sol, qui était un revêtement un peu qu'on faisait avant, on ne l'a fait plus trop aujourd'hui, heureusement, mais qui en fait... Enfin, voilà, la notion du danger, la notion au risque, je pense que c'est aussi un dialogue en fait, en effet, à engager. Et la norme peut être des fois contraignante, mais on peut aussi s'en émanciper grâce justement à une bonne entente et à un bon échange. Oui, juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, donc nous à Marseille, nous développons les cours désimperméabilisés et végétalisés, mais ça ne va pas de soi. Parce que moi j'ai eu une manifestation, il y a eu des articles de journaux aussi dans la presse contre une école contre une cour d'école que nous avions végétalisée, où en fait le principal reproche des parents d'élèves, c'était que leurs enfants revenaient le soir avec leurs habits sales. Et c'est sûr que quand vous avez une manif comme ça, que c'est relayé très largement par la presse, ben vous vous posez la question. C'est-à-dire qu'est-ce que nous, en tant qu'acteurs politiques, qu'est-ce qu'on doit faire ? Alors en fait, la réalité, elle est qu'on ne peut pas passer des cours d'école, qui sont en fait des parkings aujourd'hui, à les écoles de la forêt type Danemark. Il faut y aller par étapes, on ne peut pas prendre les gens à rebrousse-poil en totalité. Donc il faut accompagner cette acculturation progressivement, mais il faut quand même tenir le cap. À Paris, ils ont été quand même assez innovants sur les questions des cours oasis. À Paris, ils ont pris vraiment le temps de la concertation. Ça a pris parfois entre 2 et 3 ans. Nous, on a voulu aller vite parce que ce qu'on voulait montrer, c'était que nos marqueurs politiques forts, eh bien, on les mettait en œuvre tout de suite. Donc, on l'a fait peut-être trop vite à certains endroits, mais en tout cas, on a tenu bon à peu près partout. On a dû s'adapter à certains endroits, à d'autres on a tenu bon, malgré les vents contraires. Et je crois que de toute façon, ce qui est certain, c'est que l'avenir de la ville, elle passe forcément par de la désimperméabilisation, par des îlots de fraîcheur dans les cours d'école, parce que sinon, alors c'est plutôt vendredi qu'on va faire cette discussion-là, mais l'adaptation du bâti scolaire au réchauffement climatique, c'est aussi par la cour de l'école. Mais ça veut dire que tout le monde doit jouer le jeu, aussi bien les enseignants
que les parents d'élèves et que les acteurs politiques ne soient pas frileux, parce que sinon, à ce moment-là, tout est bloqué, et puis dans 50 ans, on aura toujours les mêmes cours d'école bétonnés. Mais vous savez, dire ça paraît naturel à tout le monde, mais aller visiter des lycées très récents, y compris à Marseille, c'est des parkings. Prenez le lycée Monte Cristo, c'est un immense parking. Voilà, vous avez une très grande cour d'école, c'est un parking. Vous prenez un collège, des collèges récemment livrés, ce sont des parkings. Et en réalité, cette idée d'aller vers des cours végétalisés, donc les cours oasis de type Paris, c'est une innovation forte. Alors tant mieux que Bordeaux, Toulouse, beaucoup de municipalités rentrent dans cette voie-là, qui est à mon avis la seule voie possible pour l'intra-urbain. Mais c'est une question qui est forte, qui est dure, qui coûte de l'argent. Et si en plus derrière on se retrouve avec du bad buzz, ça devient compliqué. Donc il y a un juste milieu à trouver entre le temps de la concertation, qui prend du temps, et le nécessaire accompagnement des adultes. Parce que les enfants, eux, ils sont à fond. Les premières cours désimperméabilisés que nous avons financés avec l'aide de l'Agence nationale de l'eau, il y avait des idées incroyables de la part d'enfants, avec des tyroliennes qui se terminaient dans une piscine olympique. C'était absolument formidable. On ne l'a pas fait, hein, pour différentes raisons que vous imaginez évidemment, que ce soit en termes de budget, en termes de sécurité, etc. Mais c'était génial. Les enfants, ils ne demandent qu'une chose, c'est que leur cours d'école ressemble à la jungle de Tarzan, quoi, pour dire les choses très clairement. Mais leurs parents un peu moins, leurs enseignants un peu moins aussi, et donc il faut arriver à trouver un juste milieu. Mais c'est dit comme ça paraît simple. Dans la réalité quotidienne, c'est pas si facile que ça. Tout petit élément d'explication sur le fait peut-être que les architectes dessinent des écoles qui ressemblent à des parkings. La nouvelle école d'architecture qui a été livrée à Marseille ressemble à un parking. Alors si on leur donne comme exemple, d'ailleurs elle a été construite sur la trame du parking, si on leur donne comme exemple du béton et des trames rectilignes, c'est pas étonnant que derrière ils reproduisent ça ensuite dans leur pratique professionnelle. Il y a des programmes qui sont pas très favorables. Juste peut-être, je pense pas me tromper, mais il me semble que les cours oasis parisiennes sont nés des budgets participatifs de la ville de Paris. Et c'est peut-être une des clés de réussite, c'est-à-dire que c'est venu d'un travail de coproduction et de coproposition par les habitants, et aussi dans une logique d'ouvrir ces cours aux habitants dans les quartiers, c'est-à-dire il y avait cette notion de refuge l'été, d'espace frais l'été. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il y a eu plus d'acceptabilité dans un temps court. C'est une hypothèse de ma part. Mais... Nous, c'était aussi une des hypothèses, c'était que si potentiellement les enfants ont plus de pouvoir décisionnel par un jeu des conseils qui n'est plus que... qui est en tout cas vachement plus décisionnel, vachement plus écouté, vachement plus pris en compte, peut-être que ça permet aussi de s'affranchir de certains agendas politiques qui, du coup, soit forcent à précipiter certaines choses ou justement interrompent parce que un changement d'équipe ou quoi que ce soit. Est-ce que le fait que ça vienne des enfants et de leur participation permettrait pas justement d'avoir une certaine continuité et du coup une certaine pérennisation de ces dispositifs aussi de ce côté-là, et donc aussi d'arriver à une forme de coproduction de la même façon que les budgets participatifs? On a Pierre-Marie qui va nous laisser. On te retrouve demain au Palais du Pharo à 18h pour l'annonce des lauréats. Oui, donc dernière échelle. Échelle XL. Là, l'idée, c'était justement un peu de vraiment dézoomer et de voir comment, dans cette logique d'acculturation, justement, on va voir que vous creusez l'échelle XL, mais en se raccrochant aussi à l'échelle S, en tout cas à différentes strates. Comment est-ce qu'on peut re-questionner la place donc, de l'enfant, de la classe dehors et de la ville à hauteur d'enfant sur Marseille? Vous avez rendu un projet qui s'intéresse au bassin versant Caravelle et Galade. Et donc, David Fauchon, si je dis pas de bêtises, j'en déduis que tu es Thibaut Cholet. Oui. Et je t'en prie si tu voulais réagir. Oui, merci de nous inviter. Je voulais juste rebondir et du coup faire le lien avec la présentation du projet qu'on a soutenu. Donc, on a beaucoup parlé là justement à l'instant de désimperméabiliser les cours d'école, mais je pense que c'est fondamental de réfléchir à comment transformer l'école de l'intérieur. Et je pense qu'il ne faut pas oublier du coup le deuxième côté de la pièce, c'est-à-dire de comment tourner l'école vers la ville, qui était aussi le sujet qui a été proposé. Et en ce sens, je trouve que je suis assez content donc, qu'on intervienne en dernier, parce que
tout ce qui a été dit, je trouve que ça s'insère très bien dans un fil logique de réflexion entre tous les participants, et notamment autour de deux questions, j'ai l'impression, qui sont celles du cheminement, qui en fait est un sujet vraiment très important, qui est même, je pense, le sujet principal, c'est comment aller à l'école, comment faire école de façon sereine, où et les parents et les enfants puissent le faire de façon réfléchie et en bonne intelligence. Et du coup, je trouve que tous les projets s'insèrent dans cette échelle-là. Je trouve ça très juste. Et en fait, on a plus ou moins tous répondu à cette question qui est la question fondamentale. Et du coup, nous, juste pour parler du projet un peu succinctement, on s'est intéressé à la question de qu'est-ce que ça voulait dire de réfléchir à l'enfant dans toute la ville de Marseille et dans toute sa géographie qui est assez complexe. Et on s'est surtout constaté, mais pareil, ça a été dit jusqu'à présent, qu'il y avait une réelle violence de l'espace urbain marseillais, et on va dire de ce qu'il y a autour de Marseille, face à l'enfance. C'est-à-dire que l'enfant, il est parqué dans des endroits réservés, et sinon, dans la ville, c'est vraiment tout sauf adapté à l'enfance. Et en fait, on a trouvé ça assez juste de le lier à l'autre question, qui est l'autre impensé un petit peu de cet urbanisme, qui est celui de la place de la nature, entre guillemets. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le mot nature, mais on va juste en rester là pour l'instant. Et du coup, le fait que ces deux objets soient complètement délaissés dans l'urbanisme, c'est-à-dire l'enfant et la nature, on a essayé de les convier à proposer ensemble une réponse. Et donc concrètement, on s'est intéressé à un objet géographique qui est démonstrateur, donc en plus qui est vraiment oublié de pas mal à la fois de politiques publiques et même de pas mal d'habitants, qui est donc ce bassin versant qui coule de Septème-les-Vallons jusqu'à la Joliette, qui propose plein de typologies à la fois spatiales et paysagères très différentes, mais qui est grosso modo un égout à ciel ouvert. Et de prendre un peu ce parti pris qui était comment transformer cet endroit en un territoire qui serait propice à l'éducation. Donc c'est un peu une idée un peu saugrenue, je dirais, mais comment partir de ce point de départ, comment donner aux enfants la possibilité de faire avec, comment donner la possibilité de transformer, et surtout comment faire confiance aux enfants dans leur capacité à s'approprier et à améliorer ou aggrader une nature qui est complètement délaissée. Voilà. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Ouais, moi je rajouterais qu'aujourd'hui la ville elle est construite pour les adultes, par les adultes, et que l'enfant il n'est pas du tout mis en avant dans la conception même de la ville. Je pense que c'est bien de désimperméabiliser les cours d'école, mais je pense que c'est aussi bien de désimperméabiliser les rues, de rendre accueillante aussi la ville pour l'enfant et pas que les écoles. On a un mode de vie qui est quand même tourné vers la consommation et vers le aller vite, là où l'enfant en fait il marche à son rythme. Tout ce qu'il demande c'est de sauter dans la flaque et de jouer dans la boue et tout. Et donc c'est bien de faire l'éducation des enfants, mais je pense qu'avec ce que nous disait M. Ganozzi avant, c'est aussi bien de faire l'éducation des adultes et de leur rappeler qu'on est tous passés par là et qu'en fait on prend tous plaisir à sauter dans la flaque et à se jeter de la boue s'il faut. Et aujourd'hui, à Marseille, c'est très compliqué. On est dans un des plus grands parcs de la ville, il n'y en a pas beaucoup. Et nous, notre réponse, j'ai l'impression qu'elle s'est intéressée à... Ok, mais on joue où quand on est petit? On joue où? Il y a des places, mais il y a des voitures, il y a des parkings, il y a très peu de parcs. Et en fait, en s'intéressant au bassin versant des Caravelles et Galades, c'était l'occasion de se dire, mais non, en fait, il y a des éléments naturels d'importance considérable qui sont présents et qui sont dépréciés, qui sont cachés, qui ont été cachés par cette ville consumériste. Et retrouvons-les en fait. Donnons la place à cette nature d'exister et à ces enfants de se l'approprier. On peut leur faire confiance. Oui, je voulais réagir là-dessus parce que il est parti notre élu, mais moi je suis aussi membre du conseil de développement de la métropole, j'ai aussi oublié, c'était ça. Donc il y a plein de documents. La métropole propose aussi des choses via son conseil de développement. On n'a aucun pouvoir décisionnel.
Mais il y a eu toute une réflexion je réagis à ça parce que tu disais la ville est faite pour les adultes, je dirais pour certains adultes avec une certaine vision de la ville et de certain art de vivre, qui est, je pense, pas complètement en train de péricliter, mais qui devient un peu en partie moribond, que la ville de Marseille perd de ces jeunes couples habitants qui fuient la ville parce que justement elle n'est pas accueillante pour leurs enfants. Qui vient remplir du coup les villes périurbaines de la fameuse métropole, qui du coup doivent mettre en place des transports pour pouvoir acheminer les parents qui vont quand même travailler à Marseille. Enfin, bref, vous voyez ces gros flux là. Donc Marseille, si elle veut garder ses habitants, elle fera peut-être comme Berlin à un moment donné voulait refaire revenir des habitants, c'est-à-dire refaire de la place en enfant. Et c'est peut-être la prise de conscience qui est en train de s'opérer là indirectement à travers quelque chose qui fait peut-être plus sens aujourd'hui, parce qu'on parle beaucoup du vivant, et le vivant c'est les vivants c'est forcément les enfants aussi, ils en font prioritairement partie, nous aussi, mais les enfants sont l'avenir, symboliquement c'est plus facile. Et peut-être que dans ces questions de la place que l'on peut redonner aux vivants au sens large et au pluriel, on pourrait aussi réinviter les habitants à venir habiter la ville autrement. En tout cas, ceux qui la fuient pourraient peut-être être amenés à y revenir. Ce serait peut-être plus... Voilà. Bon, après, il y a d'autres sujets, Airbnb, etc. Il n'y a pas que... Il n'y a pas que la ville inaccueillante ou je ne sais quoi. Il y a d'autres sujets qui font que c'est difficile de vivre à Marseille, mais dans les grandes villes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la question du cheminement, de la place donnée à l'eau, même si Marseille c'est un peu particulier, parce que l'eau, quand elle est là beaucoup, sur un temps très court. Effectivement, elle est mal gérée actuellement. Le tout tuyau pose des problèmes et fait que ça déborde et qu'on a aussi, au trimestre dernier, enfin l'automne dernier, en 3 occurrences, la ville inondée. Et donc non praticable quand elle est inondée. Donc il y a des sujets aussi d'adaptation là qui sont plus problématiques encore à l'échelle de grands ouvrages et de bassins versants. Mais dans la place que l'on pourrait donner à cette eau-là, il y a la question des grands cycles tout simplement en train de muter, qu'on méconnaît tous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce serait très présomptueux de dire la saison de demain, ça va être ça, mais la clause dehors, ça va être aussi la possibilité de mettre les enfants ailleurs qu'enfermés dans les classes qui surchauffent. Parce que dehors, sous un arbre, on sera toujours beaucoup mieux que dans une classe. Et on n'aura pas les moyens. Et il ne faudra pas de toute façon tomber dans de la clim à toute berzingue. On ne saura pas le faire, on ne saura pas le gérer, on ne saura pas le payer. Et on le payera trop cher après coup. Donc il faudra faire autrement et faire de la place ailleurs. Alors, il faut vraiment... c'est juste le petit bémol que je mettrais par rapport au chemin de l'eau. C'est que cette eau peut être là de manière très intense. Et on ne peut pas forcément mettre l'enfant à l'endroit où l'eau peut être présente de manière... ça veut dire des espaces qui sont pensés de manière vraiment, comment dire, très ouverte. Moi, je n'ai pas la réponse. On y travaille en ce moment. Je n'ai pas la réponse. Il y a ce que je voulais juste rebondir, parce que vous en parliez dans votre projet, et vous aussi, c'est que la Friche La Belle de Mai a démarré un programme qui s'appelle le Refuge du Vivant. C'est Pouya Paysage qui a été retenu avec le collectif de l'Hydre et qui va travailler cette je sais même pas, c'est quelque chose. Alors nous on appelle ça de la redirection écologique, mais enfin bon, voilà. La question c'est la robustesse des espaces en remettant l'eau, le végétal et l'enfant dans la Friche La Belle de Mai, sur 3 espaces qui ont été dédiés et de manière expérimentale. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une initiative dite privée, du monde de la culture et soutenue par des fonds publics, mais dans un cadre encerclé, fermé, une enceinte, mais qui vient rebondir sur quelle place on donne aux enfants. Et aujourd'hui, la Friche accueille beaucoup d'enfants du quartier de la Belle de Mai qui n'a pas d'espace pour lui et commence à penser l'eau autrement parce qu'elle l'avait complètement ignorée. Et elle vient croiser aussi tous ces segments-là. Et peut-être que ça pourrait être pensé à des petites échelles micro-urbaines comme ça, de strates intermédiaires. Et que peut-être qu'on pourrait mettre la classe dehors dans chacun des programmes. Ce qui est le cas pour la Friche.
C'est vrai que l'eau est un super support de réflexion et on a eu de nombreux projets qui sont appuyés dessus. Avec toutefois des fois l'oubli de la mer quand même dans les propositions et les candidatures et on se demande comment à Marseille on peut oublier la mer. Mais bon, vous nous raconterez ça demain au Faro. Je voulais quand même rappeler quelque chose de très important, c'est que la France est signataire de la Convention des droits de l'enfant et à ce titre, l'article 12 nous oblige à les consulter pour toutes les opérations qui les concernent. Donc on a l'habitude de, en effet, parler pour les enfants, ce que vous disiez tout à l'heure, et je pense que c'est un peu en filigrane ce qu'on entend souvent. Alors, on a eu donc dans les réponses au concours, vous pourrez le voir donc, lors de l'expo, des propositions qui donnaient plus ou moins la parole aux enfants et qui faisaient plus ou moins pour eux et pas forcément par eux. Mais en tout cas, bon, la question est posée et ça serait bien de ne pas l'oublier, c'est qu'en fait, l'idée de base quand même, c'est de leur donner la parole et de leur donner les moyens, les outils pour eux-mêmes exprimer ce qu'ils aimeraient voir comme changement dans le monde. L'UNESCO travaille vraiment là-dessus aujourd'hui. C'est un de leurs gros enjeux, c'est d'arrêter de faire pour les enfants, mais vraiment de partir des idées des enfants. Et ensuite, nous, en tant qu'adultes, on va les accompagner à la réalisation de leurs projets. C'est des choses, heureusement, moi je suis assez rassuré quand même de voir que même à l'échelle du gouvernement, au niveau des projets de loi qui vont sortir, ou même de manière générale, d'un point de vue politique, ça reste intéressant pour les élus de valoriser les enfants. Et donc on voit en tant que maître d'œuvre, je vois justement qu'on arrive petit à petit à intégrer dans nos processus de reconstruction des écoles les enfants, pour qu'eux-mêmes puissent participer à la reconstruction d'une petite partie de leur école. Je ne sais pas si dans la salle, il y a d'autres participants au concours qui sont arrivés entre-temps, il y en avait d'autres qui devaient être présents. Si jamais c'est le cas, c'est le moment de vous manifester pour qu'on vous présente. Et si ce n'est pas le cas, on va continuer à vous poser quelques questions. On a encore 10 minutes ensemble. Non, très bien. Est-ce qu'il y en a un de vous qui... C'est quelle équipe ? Allez, venez, nous dire un petit mot. J'ai pas entendu, j'étais trop loin par contre. C'est HO3 ? C'est Mons, ah bah super, nos amis de Belgique. Damien, du coup, d'Arcis ? Ouais, c'est ça. Bah, je t'en prie, installe-toi. Viens ici, venez tous les deux. Tu es enseignant à l'école d'architecture de Mons, c'est ça hein ? C'est ça, ouais. Mais je suis pas architecte, donc je suis philosophe. Philosophe. Et tu as travaillé avec ta classe sur ce sujet-là ? Alors, on a monté une petite équipe interdisciplinaire, en fait, qui rassemblait du coup à philo, pour le coup, c'était ma pomme. Il y avait Julie, qui était spécialiste donc, des questions d'inclusion à l'école. Et on avait alors une spécialiste des études animales, donc sur la manière dont les animaux sont capables de faire monde dans des espaces qu'on se représente comme leur étant parfaitement étrangers. Et puis après, on avait encore 6 étudiants en archi-urba, qui là était là avec nous. Ouais. Donc c'est vraiment une petite équipe interdisciplinaire où on a essayé de relever du coup plusieurs enjeux. Alors, le projet, si vous le voyez dans l'exposition là-bas, n'a pas été attribué à Mons, mais à un autre collectif. Mais vous reconnaîtrez nos noms, donc c'est pas grave. Comme ça, vous le savez. Très bien, on réglera ça. Merci. Oups. Pour être honnête, l'expo a été imprimée hier et ce matin, un peu à l'arrache. Je suis désolé pour les erreurs, mais on va rectifier. Ouais, l'IMBT, donc l'Institut méditerranéen de Ville et Territoire, qui est l'école d'architecture de Marseille, qui réunit à la fois l'école d'architecture de paysage et d'urbanisme, dont d'ailleurs, elles sont plus là, mais je vous l'ai laissé tout à l'heure, Anaïs, Maïtenas et Lucie Jantou faisaient partie de notre jury pour analyser vos dossiers. Donc ce sont des urbanistes qui travaillent pour la FAPEDA en tant qu'alternante et qui, ça que je voulais vous partager, travaillent notamment sur une ressource qui est intéressante, qui est la cartographie de Marseille à hauteur d'enfant. Donc tout le processus finalement que vous avez plus ou moins chacun enclenché sur cette idée de repérage de lieux intéressants, la FAPEDA travaille et proposera un outil à disposition. Et donc oui, vous avez travaillé sur le sillage, mal référencé malheureusement. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Bah, en fait, l'idée, donc, on a travaillé sur l'école Malpassy-les-Oliviers, et donc on a cherché à intervenir sur 4 plans, en fait, sur 4 grands enjeux un peu fondamentaux qu'on a identifiés encore une fois de manière interdisciplinaire. Hein. Le premier, c'était la question de la reconnexion à la nature, sauf qu'on a un peu détourné l'affaire. Donc, se reconnecter à la nature, ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas forcément dire, en fait, regarder la nature comme un espace autre, différent du monde dans lequel on vit. Au contraire, en fait, c'est pour nous démultiplier les relations possibles, en fait, à ce qu'on appelle les vivants non humains. Donc, le premier enjeu qu'il y a eu, c'était créer un parcours où on allait, en fait, essayer de créer plusieurs espaces dans lesquels les gamins pouvaient nouer différents types d'interactions en fait, avec les vivants non humains, parce que Malpassy-les-Oliviers, c'est dans un quartier de la banlieue nord, c'est quand même sévèrement artificialisé.
bien enclavés, etc. Et en fait, il y a du verre partout, mais de nouveau, c'est des trucs du genre on marche pas sur les pelouses ou des machins comme ça. Donc nous, on s'est dit... Ouais. Non, je voulais juste compléter parce que on y a pensé de ce point de vue-là du projet, mais on a aussi 2 ateliers, un qu'on a mené ce matin et un qu'on mène demain, juste pour dire que c'est très articulé avec une vraie pratique, quoi. C'est-à-dire que ce truc de trouver d'autres relations vivants, on l'a fait aussi avec des enfants. Voilà, on les a fait avec les enfants ce matin, on le refait demain. Donc voilà, ça veut dire on a créé... Et dans ce parcours, en fait, on a des potagers, des vergers, des espaces comme cela, qui supposent à chaque fois, encore une fois, du lien. L'idée étant que pour s'attacher à son environnement, le mieux, c'est de pouvoir travailler avec, en fait. Le deuxième point qu'on avait identifié qui était fondamental, là, c'était, pour le coup, c'était énormément grâce à Julie, c'était la question de l'inclusion. Et là aussi, on a essayé de détourner l'affaire, puisque le problème de l'inclusion, donc je répète ce que m'explique Julie, mais elle le fait très bien. Je vais te couper la parole probablement, mais vas-y, je te... Du coup, la question de l'inclusion, c'était de dire plutôt que d'inclure, en fait. Inclure, ça veut chaque fois dire recatégoriser. Donc, s'il faut inclure un groupe, en fait, ça suppose que le groupe est distinct, en fait, de la plupart des gens. Donc, nous, on a plutôt pensé les choses en termes d'accessibilité. L'idée étant donc moins de se dire comment est-ce qu'on va faire pour que, par exemple, un PMR puisse avoir accès, etc., que de créer un parcours qui soit le plus accessible possible à tout le monde. Et donc là, on rompait un peu, pour le coup, avec l'école de Malpassy-les-Oliviers, puisque quand on regarde cette école, c'est quand même architecturalement assez compliqué, mais vous avez un escalier à l'entrée, une rampe sur le côté. Typiquement, là, on a donc un dispositif inclusif, l'escalier pour ceux qui peuvent marcher, la rampe pour les PMR. Nous, on est parti du principe que, en fait, une rampe, ça convient à tout le monde. Et du coup, cette rampe-là ne marque pas à même l'espace la différence entre 2 catégories de personnes. Donc, on a conçu tout notre projet en fait de façon à ce que tout le monde puisse, en fait, si tu veux, circuler, profiter des trucs. Et avec juste, là, on a parlé d'inclusion, juste à un point de vue PMR, et puis avec cet exemple de la rampe que connaissent tous les enseignants qui traitent de ce genre de sujet. Mais c'est une illustration, et dans le projet, il y a aussi d'autres besoins qui ont été pris en compte. Hein. On n'a pas juste la focale PMR, enfin troubles moteurs pour le coup, mais vraiment l'ensemble des troubles du neurodéveloppement et de tous ceux qu'on pourrait, qu'on a essayé de prendre en compte en se disant comment on essaye de penser un espace nativement accessible, en fait, plutôt qu'un machin inclusif, sans présager qu'on peut anticiper sur tous les besoins de tous les élèves, mais en se disant aussi, en donnant une prise aux enfants sur les espaces, il y a plus de possibilités pour eux aussi d'exprimer certains besoins et d'adapter leur environnement à ces besoins-là. Ouais, et du coup, une de nos interventions un peu majeures là-dedans, c'est il y a un grand talus, si vous voulez, dans cette banlieue qui fait 300 mètres sur 30 mètres à peu près. Et donc, on en a fait une espèce de verger avec des arbres plantés 6 mètres sur 6 mètres, ce qui crée en fait des espèces de plus petits espaces pour, par exemple, pouvoir organiser toute une série d'activités. En même temps, ça permet aux mômes qui ont envie de se planquer, parce qu'on n'a pas toujours envie d'être parmi tout le monde, d'avoir des espaces à eux. Donc l'espace se diffracte, mais la question c'était, là dans ce cas-là, pour les PMR, comment on fait, puisque un talus, ça penche, etc., on a choisi de créer en fait une espèce de grand ponton qui part du dessus et qui là est parfaitement accessible à tout le monde. Et ce ponton, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est dessus, on a accès aux arbres qui sont plantés au-dessus depuis les racines, en fait, jusqu'à la canopée. Donc on a créé ce ponton qui permet en fait à toute une série de mômes d'avoir cours là-bas. Le troisième enjeu sur lequel en fait on a travaillé, c'était la co-construction. Donc l'idée, c'est qu'on a fait des interventions ponctuelles, mais jamais finies. C'est le truc à la Bouchin, qui est un architecte un peu connu, Patrick Bouchin, donc de dire en fait il y a un deuxième chantier. Pour la friche de la Belle de Mai d'ailleurs. Voilà, exemplairement, c'est lui qui l'a fait. Bon, et donc le truc, c'était de dire en fait il faut faire des interventions qui ne soient jamais finies, de façon en fait à ce que les gamins puissent précisément s'approprier les lieux, les déployer, etc., à partir de leurs désirs et de leurs envies propres. Parce que pour le dire très simplement, nous on vient de Belgique, donc on est venu une semaine à Marseille, mais c'était pas suffisant pour aller faire des enquêtes en banlieue, des choses comme ça. C'était injouable de rencontrer les gens. Donc l'enjeu, ça a été comment est-ce qu'on intervient de manière minimale et de façon à ce qu'en fait ces gamins puissent se réapproprier en fait tous ces lieux-là. Et ouais. Donc, quand tu dis on, c'est vraiment tous les étudiants. Hein, voilà, on a réussi à les faire tous venir pour qu'ils voient les lieux et qu'ils puissent travailler dessus. Et justement, j'allais vous poser la question, est-ce que tu fais classe d'or, Damien? Mais du coup, je comprends qu'en fait, c'est déjà un petit peu le cas, parce que tu t'es emparé de ce sujet et vous êtes venu jusqu'à Marseille pour pratiquer les lieux en extérieur. Ouais. Et puis en fait, disons que ce projet, on y a répondu. Juste le truc, c'est co-construction, on l'a joué donc avec les mômes, mais pas seulement, c'était aussi humain, non humain. Donc l'idée, c'était chaque fois, par exemple, pour le quatrième volet qui était la sécurité, parce que c'est quand même un truc où tout va à la bagnole,
On a joué justement sur des haies plessées qui sont assez faciles à réaliser en fait. Et les haies plessées, c'était montré aux mômes qu'en fait, même avec les non-humains, on peut se lier pour fabriquer des barrières. Une haie plessée, en fait, c'est un char, il a du mal à passer, hein, donc c'est assez résistant, etc. Maintenant, pour répondre à ta question, ouais, école dehors, etc., le truc, c'est qu'en fait, on a rencontré Benjamin Gentil qui nous a fait part du projet. Et donc, moi, c'est des étudiants que j'ai mobilisés dans le cadre d'un cours de carto alternatif sur la représentation des mondes des vivants non humains en milieu urbain. Donc, ça veut dire qu'on passe notre vie, avec mes étudiants de Master 2, dehors, justement, à observer c'est quoi le monde d'une fourmi, c'est quoi le monde d'un rat, un renard, etc., dans des milieux qu'on se représente, encore une fois, comme n'étant normalement pas les leurs, quoi. Et peut-être qu'on peut faire le lien avec l'atelier qu'on a fait ce matin, parce que quand tu reparlais de ces pontons qui permettraient donc d'avoir accès à une canopée, on a eu l'illustration très nette ce matin que pour des enfants ce serait super, parce qu'il y a eu un moment un peu magique comme ça, où ils ont tous levé les yeux, parce qu'un oiseau, ça faisait 1h30 qu'on était ensemble, et on sentait que leur rapport à l'endroit avait fait un petit saut, quoi. Et le moment, vraiment, ça s'est exprimé comme ça, c'est quand ils ont commencé à regarder là-haut, à regarder les oiseaux, à remarquer qu'il y avait des énormes champignons sur les platanes. Et c'est vrai que là, on aurait bien eu envie d'avoir... Et d'ailleurs, après, ils ont proposé qu'on construise alors une cabane, pas un ponton, mais voilà, des cabanes à la fois pour les vivants non humains, et puis pour les humains, pour qu'on puisse se cacher et regarder un petit peu mieux ce qui se passait. Donc on vient à Marseille pour réaménager plein de trucs, tu vois, même la friche de la Veine. Mais je crois que vous êtes attendu en fait, hein. C'est vrai que le thème de la cabane et du cabanon, peut-être Gabriel, je ne sais pas si tu as une question en plus, mais la cabane et le cabanon à Marseille, c'est quelque chose quoi, aussi. Donc dans l'imaginaire, ça nourrit peut-être. Je lance cette perche, mais peut-être que tu as des questions qui viennent sur autre chose. Super, ça marche ? Ouais, super. Oui, le cabanon marseillais. C'est le cabanon de Provence d'une manière générale. Il y a toujours une cabane dans une pinette, dans un maquis ou en bord de mer. Je pense que le point d'observation, de pouvoir aller aussi changer de point de vue, parce qu'on parlait de la hauteur d'enfant, mais il y a aussi de la hauteur de la rue, enfin en tout cas de la hauteur d'urbanisme. Je sais pas comment, je m'exprime très mal là. Je suis dans le soleil qui tape trop sur la tête. Mais c'est vrai qu'on a changé le point de vue, de donner à voir d'ailleurs et autrement, c'est-à-dire pouvoir faire le pas de côté, cette reconnexion, elle nécessite aussi de pouvoir à un moment donné soit faire des haltes, ce que j'ai entendu par là, soit d'avoir un rapport à des éléments qu'on a eu cachés, dissimulés, ne plus voir, ne pas laisser circuler. Et de l'autre côté, pouvoir aussi être en position d'observation d'un autre point de vue que le point de vue ras des pâquerettes. Parce que les pauvres enfants, ils ont quand même globalement vu, alors ici sur du pot d'échappement, l'étage d'après, ça va être le panneau de signalisation ou la barrière. Et le troisième point de vue, c'est la grande façade, parce qu'on a aussi une architecture très présente, très haute, en ville. Et pour rebondir à ta question que tu as évoquée tout à l'heure, qui est pourquoi on ne parle pas de la mer, c'est parce que Marseille, le rapport à la mer, historiquement, la ville tournait le dos à la mer. Elle reconnecte petit à petit, elle a fait sa corniche, mais qui reste quand même une esplanade de circulation roulante vite. Il y a la place pour le piéton qui marche, c'est la dernière strate de la corniche, mais si tu regardes en proportion, c'est 5% de la voie. Donc la place, c'est quand même de la déambulation en courant, en trottinette électrique, avec un casque qui va vite, à vélo, en voiture, en bus éventuellement, en scooter qui va très vite, tout un truc qui va vite. Celui qui est piéton, qui prend le temps, ne serait-ce que de regarder la mer. Il y a un très beau film d'ailleurs sur des jeunes qui s'accaparent des endroits pour sauter, faire des concours de plongeon l'été. J'ai oublié le nom du film, mais et ce sont ces petits espaces justement qui sont très très interstitiels, qui sont peu nombreux à Marseille et pour lesquels qui restent aussi privatisés, parce que beaucoup d'espaces accessibles si on a les moyens de payer le ticket d'entrée. Voilà, je dirais pas de nom. Et donc ces espaces, pour pouvoir changer d'échelle, il faut aussi que la ville restitue des espaces libres, non bâtis ou bâtis, mais en tout cas qui permettent d'accéder et de donner à voir. Et je pense que ça, Marseille est très carencée de ça. Des propositions. Bien sûr.
C'était sur la question de la mer, je rebondis, c'est le dernier truc qu'on dit, hein, mais on s'est dit ça aussi, en fait, à Malpassy-les-Oliviers, donc quartier nord, etc. La mer n'est pas si loin, en fait. Mais les gamins sont le quartier de manière générale, hein, puisqu'on a pensé aussi ce projet-là pour les gens du quartier. Donc c'est un parcours, tout le monde peut se l'approprier, pas seulement les mômes. Mais le truc, c'est que c'est vraiment très enclavé. En fait, c'est ségrégué, hein, très concrètement, avec un parc qui fait tampon par rapport au centre-ville. Et donc, un des enjeux, ça a été aussi comment est-ce qu'on réouvre en fait les gamins sur leur ville aussi, parce que ça beau être la banlieue nord, Marseille, c'est leur ville à eux aussi. Et donc, dans le parcours, on a intégré justement un énorme point de vue en fait sur la mer, et on a choisi de baptiser toutes les stations. Alors, c'est un peu naïf, mais ça peut produire des effets. Avec justement des termes marins. Donc le projet s'appelle le sillage, mais on a le ponton, etc. Enfin voilà, on a un côté bâbord, un côté tribord, etc. L'idée étant chaque fois de créer de la reconnexion en fait entre ces mômes qui ont vu sur la mer mais qui n'y vont jamais en fait. Et on a réutilisé du coup toute une série aussi de matériaux qui étaient liés en fait au travail des bateaux, donc comme des voiles, etc. Donc encore une fois pour essayer là de jouer l'inclusion. Mais cette fois-ci sociale. Ça veut dire comment est-ce qu'on désenclave des quartiers qui ont été pensés en fait vraiment pour être ségrégés, quoi. Sachant qu'ils se réapproprient en fait la mer en la voyant de cette manière-là, qui est leur manière à eux. Voilà, c'est-à-dire que c'est une invitation à s'y rendre aussi, à s'approprier ce port, quoi. Mais c'est aussi comment dire, quand de sa fenêtre, moi de ma fenêtre, je vois le Panthéon entre deux immeubles. Je trouve ça génial de voir le Panthéon. Enfin, alors la vue est pas, voilà, mais il y a quelque chose qui est propre, quoi, qui est à soi, qu'on peut se réapproprier. C'est un point de vue sur la mer. Peut-être David et Thibaut voulaient réagir. Vous avez travaillé sur le champ de cette question de bassin versant. Le bassin versant se jette, si j'ai pas de bêtises, sans doute dans la mer. Comment vous avez appréhendé ça aussi ? C'est marrant parce que c'est un des premiers débats qu'on a eu assez tôt sur justement la question de la mer et sa place dans Marseille, qui est quand même, je trouve, très particulière pour une ville portuaire, enfin pour une ville de bord de mer. Et finalement, c'est une question qu'on a vraiment, la question de l'embouchure du bassin versant, on l'a pas tellement en tout cas abordée sur les planches, même si on l'a un peu réfléchi. Mais moi, je trouve que d'un point de vue vraiment citoyen et collectif, c'est très important de se rappeler comment on en est arrivé à cette situation-là de rapport à la mer marseillaise. C'est quand même l'héritage de toute cette histoire industrielle et portuaire qui fait qu'on en est arrivé à ségréguer la moitié du littoral marseillais qui est complètement déconnecté. Et évidemment, dire ça, c'est rien dire, mais en même temps, c'est tout dire. C'est se rappeler que cette ville a été construite en fermant l'accès à la mer à toute une population. Et il se trouve que c'est aussi... Après coup, c'est là qu'on a évidemment mis les quartiers, tout l'urbanisme des UP, etc., des années 50, 60, 70. Et évidemment, on n'a pas apporté de réponse à cette question qui dépasse, à mon avis, le cadre du concours. Mais je trouve quand même que l'objet qu'on a décidé d'aborder, qui est celui donc, de ce bassin versant qui se jette, à un point quand même névralgique de toute l'infrastructure portuaire qui est, si je ne me trompe pas, le siège de la CMA-CGM. Ça quand même invite à se poser la question de comment les quartiers nord, pour le dire comme ça, pourraient se réapproprier la mer. Et évidemment, voilà, il n'y en a pas la réponse, sinon on ne serait pas là. Le nôtre non plus, ce n'est pas une réponse, mais effectivement, en tout cas, on essaye de poser la question. Des propositions. Et merci beaucoup à tous. Je vous rappelle que l'objectif de ce concours, alors demain on annonce les lauréats au Pharo, on est très content d'avoir ce magnifique bâtiment pour ça. Mais l'objectif, au-delà même du concept de lauréat, c'est vraiment de travailler collectivement sur cette question de la place de l'enfant dans la ville, à la fois sous l'angle architectural, urbain, paysager, mais évidemment pédagogique. Et du coup, comment est-ce qu'on arrive ensemble à enfin trouver des outils. Le but de l'expo, que je vous invite à aller voir quand vous aurez le temps, elle reste jusqu'à dimanche, la fermeture des rencontres. Elle se trouve donc là-bas, c'est justement ça, c'est de s'acculturer collectivement à ces sujets et de voir avec la fraîcheur, avec l'expérience, avec différents regards, comment est-ce qu'on peut s'intéresser à ces sujets. Et je précise qu'elle trouvera sûrement sa place, si vous la ratez, ça serait quand même dommage, à la Maison de l'Archi ensuite, donc qui est aussi le conseil régional de l'Ordre des architectes, puis à l'IMVT dans un second temps. Merci beaucoup. Vraiment, autant pour votre prise de parole que vraiment le travail et l'investissement et le cœur qu'on a senti dans toutes vos propositions. Donc merci de faire porter la voix des enfants à différents niveaux de maturité, mais en tout cas, vraiment merci pour ça. C'est important et je pense que c'est prometteur pour la suite. Merci.